Bonjour David Lisnard. Bonjour. Bonjour. Dans le cadre du budget de l'année prochaine, le gouvernement réclame 5 milliards d'économies aux collectivités territoriales, donc à vous aussi, notamment les mairies. Vous êtes prêts à faire l'effort ? D'abord, il va falloir faire des efforts parce que la situation, elle est infernale. Je suis ravi, moi, de voir que ça devient un thème. Ça fait des années, des mois, je crois même juste sur ce plateau. J'avais alerté sur la spirale infernale de la dette publique. Souvenez-vous, hein, je vais vous répondre très précisément, mais il n'y a pas si longtemps, certains nous répétaient sur vos ondes que la dette, c'était pas grave, c'était virtuel, ils n'étaient pas obligés de la rembourser. Puis on se rend compte que rien que cette année, en tant que contribuables, vous et moi, nous payons 5 fois plus pour les intérêts de la dette de l'État que pour tout le budget de la justice. Donc, évidemment, c'est un sujet majeur, parce que c'est pas une abstraction comptable. En revanche, ce qui m'énerve, ce qui m'agace, ce qui nous contrarie, c'est toute la présentation qui est faite où on demande des efforts. D'abord, il y a un côté infantilisant, comme toujours, qui est assez pénible. Mais sur le fond, il ne s'agit pas d'économie. Il s'agit de prélèvements supplémentaires de l'État. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'État demande aux autres d'assumer ses propres turpitudes. Et ça, c'est pas acceptable. Mais là, on tourne un peu en rond parce que ce matin sur France Info, le gouverneur de la Banque de France dit que chacun doit arrêter de jouer au chamboule avec les pistes d'économie. Manière de dire qu'en fait, tout le monde veut des économies, mais personne ne les veut pour soi. C'est faux. Moi, je veux dire, dans ma commune, je suis maire depuis 10 ans, on a baissé la dette de 71 millions d'euros 500 000. On n'a pas créé une fiscalité additionnelle, on n'a pas augmenté un taux, on a multiplié par 5 la capacité d'autofinancement. C'est une commune qui a d'énormes charges de centralité, qui a un taux de pauvreté de 21%, parce qu'il y a des présupposés, qui est nettement supérieur à la moyenne nationale, qui est de 13,8%, et en faisant du management participatif, en travaillant avec les agents de la fonction publique. Non mais d'accord, David Lisnard, mais sur la question des collectivités territoriales, l'argument de l'État, l'argument du gouvernement, c'est de dire l'effort global d'économie des administrations publiques s'élève à 40 milliards d'euros. À vous, on ne vous demande que 5 milliards d'euros, c'est-à-dire 12,5% de l'ensemble. Vous n'êtes pas capable de faire ça ? Alors, je vais vous répondre très précisément, si on a le temps. Les dépenses l'année prochaine, le gouvernement, l'État compte les augmenter de 2,5%. Moi, je n'appelle pas ça les économies. Premier élément. C'est-à-dire qu'il dit qu'il va les baisser, il va baisser de 40 milliards. Deuxième élément. C'est comme lorsqu'on dit il faut faire des prélèvements supplémentaires sur les entreprises ou sur les ménages. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du rafistolage d'un système qui est à bout de souffle. Alors, il faut redresser les comptes publics, mais ce qu'il faut, c'est changer le périmètre de l'intervention publique. Parce que parallèlement, contrairement à ce que j'entends, il y a des transferts de charges tous les jours. On doit assumer la lutte contre les inondations. Avant, c'était l'État, c'est l'aménagement du territoire. C'est colossal. Le retrait du trait de côte. On nous demande d'augmenter le taux d'encadrement dans la petite enfance. La petite enfance, c'était pas une compétence obligatoire des collectivités. Donc, chaque jour, on nous transfère des charges. Le code de l'environnement qui s'applique à nous est passé de 100 000 mots à 1 million de mots. Le code général des collectivités territoriales a été multiplié par 3 en 20 ans. Il y a un harcèlement textuel qui crée de la bureaucratie. Donc, il faut s'attaquer à la matrice qui fait qu'il y a plus de dépenses qu'ailleurs en France pour moins de services publics, parce qu'il faut qu'il y ait moins de bureaucrates et il faut qu'il y ait plus d'infirmiers, de policiers, etc. Donc, moi, hier soir, j'ai vu Catherine Vautrin, je lui ai fait des propositions, je lui ai dit supprimer, on lui a listé un certain nombre de décrets. Par exemple, on nous impose, dès le 1er janvier, l'amortissement des voiries. Avant, les voiries, c'était l'État. Ça va nous coûter 500 millions par an. Quand on supprime cette obligation purement comptable, abstraite, on nous impose, il y a des décrets d'avril, un système d'autorégulation automatisée des bâtiments, 1,5 milliard à la charge des collectivités. Donc il faut arrêter cette schizophrénie, cette hypocrisie. Il faut d'abord réduire le périmètre de l'intervention publique. Là, on fera des vraies économies et on relancera une action publique performante. Nous allons faire des propositions, nous, pour assainir les comptes publics et pour que l'État s'astreigne aux efforts qu'il demande aux autres. Juste une précision sur ce que vous nous disiez, parce que le gouvernement dit on baisse les dépenses de 40 milliards et vous nous dites qu'elles vont augmenter de 2,5%. Retrouvons-nous dans quelques semaines sur ce plateau et puis vous verrez le projet de loi de finances. Non mais en fait, l'État, le gouvernement essaie de ralentir l'augmentation. Voilà, formidable. Mais moi, je les ai baissés dans ma commune, sans contrainte. Vous dites que c'est des baisses en trompe-l'œil en fait. Oui, parce qu'on s'attaque pas au cœur. C'est-à-dire que je pense que en fait le gouvernement actuel, le pauvre, hérite d'une situation. C'est-à-dire que d'ailleurs vous regardez tous ceux qui donnent des leçons, qui étaient au pouvoir il y a quelques semaines, c'est ceux qui nous ont mis dans cette situation inouïe. C'est assez surréaliste. Donc ils sont en apnée parce que ils doivent après-demain soir ou demain soir faire passer le budget à Bruxelles. Donc il faut vite faire des lignes comptables, mais on ne s'attaque pas à la matrice. Donc ça va être des prélèvements supplémentaires. Parce que dans les 5 milliards, non mais juste pardonnez-moi. Dedans, on nous dit on va faire un fonds de précaution. Et on va donc nous prélever une fois de plus sur nos recettes, après nous avoir prélevé 71 milliards d'euros sur le bloc communal depuis 2010, 2%. 2% dans ma commune, c'est 10 millions d'euros de moins.
Et parallèlement, on me dit de faire plus de crèches, plus d'écoles. Attendez les gars, c'est pas possible ça. Donc l'État se décharge sur les collectivités territoriales, c'est ce que vous dites. Vous dénoncez aussi la bureaucratie, le millefeuille. Mais c'est ce que disent tous les maires, la ruralité, de gauche, de droite, du centre, les jeunes, les vieux. Voilà, c'est une réalité Mais concrète. quand même, le ministre de l'économie précédent, lui, il a dénoncé un dérapage de 7 milliards d'euros. 16 milliards d'euros. Ça a été démenti, vous l'avez vu tout de suite, par le gouvernement actuel, y compris Catherine Vautrin. Je vous invite dans Ouest France. Donc il y a une bonne gestion des collectivités territoriales. Que vous comprenez bien, il y a des collectivités territoriales mal gérées. Il y a toujours des gaspillages, il y a des collectivités bien gérées. Quand on regarde d'un point de vue macro, le total, même avec le millefeuille, des dépenses des régions, des départements, des intercommunalités et des villes, malgré les chevauchements et les mauvaises gestions de certains, c'est 11% de la richesse produite. La moyenne européenne des dépenses des collectivités territoriales, c'est 20%, c'est 19%. Donc, on peut toujours dire qu'il y a un rond-point de trop, qu'il y a une feuille de remboursement, etc. Le problème des comptes publics, c'est les grandes masses. Et c'est d'abord les dépenses de l'État qui ont augmenté de façon exponentielle, et ce sont les dépenses sociales qui représentent 34% du PIB. Mais il y a aussi la bureaucratie, David Lisnard. Il n'y a pas trop de postes dans les collectivités territoriales. Par exemple, la Cour des comptes dit qu'il faudrait supprimer 100 000 postes. Ah mais moi, je rêverais qu'on puisse les supprimer, mais pour supprimer ces postes-là, parce qu'en revanche, on n'a pas trop de balayeurs, on n'a pas trop d'agents dans les crèches, on n'a pas trop de policiers. Hein. Là aussi, d'ailleurs, transfert de charges. La police municipale, c'est le secteur qui a le plus augmenté ses effectifs depuis 10 ans, c'est plus 35%, parce qu'on n'a plus de police nationale. Et il n'y a pas un sujet sur le temps de travail dans les collectivités locales ? Ça dépend desquelles. Moi j'ai zéro sujet chez moi. Mais si on supprime les contraintes débiles qu'on nous impose tous les jours, ou pour faire le moindre équipement, j'essaie de faire une unité de valorisation thermique des déchets, ça fait 8 ans de procédure. On me demande des études 4 saisons sans arrêt. La direction régionale de l'environnement va contredire la maison de l'environnement, qui va contredire la direction départementale du territoire de la mer. Tout ça, il faut supprimer tous ces services éclatés de l'État, donner de l'autorité au préfet et réorganiser. Moi, c'est ce que je propose. Donc, là, c'est plus pas que des économies, vous demandez une réorganisation. Mais c'est ce que je propose très concrètement mon parti Nouvelle Énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sortira pas de cette spirale infernale d'être le pays qui dépense le plus d'argent public qu'ailleurs, avec des fonctionnaires moins bien payés qu'ailleurs, et avec des contribuables qui paient plus qu'ailleurs, si on ne revoit pas complètement l'organisation du pays, comme la France a su le faire en 1926 avec Poincaré, comme la France a su le faire en 58 avec De Gaulle, comme la Suède a su le faire il y a 20 ans, comme l'Irlande a su le faire, comme les Pays-Bas ont su le faire, comme voilà. S'il n'y a pas de fatalité, mais David Lisnard, il y a quand même une question d'argent derrière tout ça. Vous l'avez dit, le déficit. La Cour des comptes dit aussi qu'il faut tout revoir, remettre à plat les dotations globales de fonctionnement que vous verse l'État chaque année. Inégalement réparties, la Cour propose qu'elles ne soient plus versées aux communes, comme c'est le cas aujourd'hui, mais plutôt aux intercommunalités. Alors, deux choses. La dotation globale de fonctionnement, c'est pas de l'argent que verse l'État aux communes, c'est de l'argent que l'État prend aux communes et qu'il reverse aux collectivités. Hein, ça a été créé pour 179. L'État a supprimé des fiscalités. Lorsqu'il supprime la taxe d'habitation, alors que les prélèvements obligatoires augmentent, eh bien, ensuite, il s'engage à redistribuer au franc près puis à l'euro près, ce qu'il ne respecte plus. La Cour des comptes, elle dit d'ailleurs que l'État ponctionne, ne rembourse que 64%. Depuis 10 ans, on a perdu 35% de DGF. La Cour des comptes le dit. Ensuite, la Cour des comptes, le système est opaque, la Cour des comptes, elle est aussi constituée de personnes qui sont parfois un peu des technocrates. C'est un peu les petits hommes gris comme à Bercy. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont ce culte du grand ensemble. Ils s'imaginent que plus l'ensemble est grand, plus il est performant. C'est les mêmes qui nous ont imposé les intercommunalités, qui disent qu'il y a des chevauchements de compétences. Nous, on n'a rien demandé. Hein. Ce sont les mêmes qui nous ont imposé de réaliser des schémas régionaux d'aménagement, les SRADET, puis des plans locaux intercommunaux, puis les schémas de cohérence d'organisation territoriale. On passe notre vie avec des cabinets de conseil, des augmentations de dépenses, des bureaucrates. C'est les mêmes technocrates qui aujourd'hui nous font la leçon. Alors, venez gérer un magasin. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Venez gérer une mairie, et puis vous nous expliquerez comment ça marche. Pour l'instant, laisser de la liberté, de la responsabilité. C'est aux citoyens de sanctionner les élus. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un impôt qui ne soit pas payé que par les propriétaires. C'est la responsabilité des citoyens. Dans ce contexte, cette info qui a été révélée hier par nos confrères de France Bleu, 200 millions d'euros, c'est le montant total des impayés de la gendarmerie aux communes françaises, des loyers pour les locaux municipaux qu'ils occupent. Le ministère de l'Intérieur a confirmé ces infos hier. Il les impute à des annulations de crédits qui sont liées au surcoût des jeux et des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Ça vous inspire quoi ? Ça a été révélé par 2 sénateurs. Et ça a été révélé par l'association des maires des Pyrénées-Orientales, l'excellent Edmond Jorda. Ça m'inspire que c'est tout ce qu'on vit tous les jours, nous. C'est qu'en fait, dans des crédits de paiement, on a sollicité les collectivités récemment, l'État, en disant portez les investissements parce qu'on n'y arrive pas. Alors que c'est une compétence purement régalienne. Et on vous paiera des loyers. Et puis après, on ne paie pas le loyer. On n'a pas découvert les JO. Alors c'est vrai qu'il y a eu la Nouvelle-Calédonie. Hein, ça c'est vrai. Ceci étant, on voit bien qu'à chaque fois,
la variable d'ajustement, ce sont les communes. Et beaucoup de Français ne le savent pas, parce qu'ils entendent toute la journée qu'il y a trop de fonctionnaires, trop de ci, trop de ça. Je pense qu'il y a trop d'agents publics en France à cause de la bureaucratie et à cause des injonctions contradictoires. Mais ça m'inspire qu'il va falloir vite rétablir des relations de confiance avec l'État. La réaction du ministre de l'Intérieur a été très bonne, très saine. Hein. Bruno Retailleau a été très clair hier. Michel Barnier est un homme... Il dit qu'il va régler le problème. Ouais, mais moi, il dit que ce ne sera pas réglé pour la plupart des cas avant janvier. Oui, mais il le dit, avant la fin de l'année pour des raisons juridico-administratives. Et puis il y a un Premier ministre, Michel Barnier, qui est un homme de parole et respectable. Je ne partage pas la vision de Bercy, vous l'avez compris, mais j'espère que ça va vite être réglé. Bercy, ce sont des macronistes et le Premier ministre, il est de droite comme vous ? Non, parce que je pense que Bercy est devenu un État dans l'État depuis une quarantaine d'années. Et que c'est vraiment un régime de technocrates. Et ils ont profité de la vacance politique cet été pour un projet de budget totalement techno et qui ne va faire qu'amplifier les problèmes publics. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est de la fausse rigueur. Le budget, là, il est relié à Matignon. Hein, c'est la fausse rigueur. C'est la fausse rigueur. C'est-à-dire que, en fait, en augmentant les prélèvements sur les entreprises, sur certains ménages et sur les collectivités, on va dissuader l'initiative. Ça va avoir un effet récessif. Dernier chiffre, parce que dans la dette publique, 92% de la dette en France publique, c'est l'État et les comptes sociaux, c'est l'État. Les collectivités territoriales ne représentent plus que 8% de la dette et ce n'est qu'une dette d'investissement. Ce qui est proposé là va se faire au détriment de l'investissement et au détriment de l'activité, puisque les collectivités territoriales, c'est seulement 8% de la dette, mais c'est 70% de l'investissement public. Vous venez de prononcer le mot vacances politiques au sens de vide, de vide qu'il y a eu notamment à la suite de la dissolution, mais également en janvier dernier, il y a eu plusieurs semaines où le ministre des Comptes publics était lui-même en attente de sa renomination après la nomination de Gabriel Attal. Selon nos confrères des Échos ce matin, ça contribue à cette dérive des finances publiques tout au long de ces 9 derniers mois. Est-ce qu'Emmanuel Macron a une responsabilité dans cette dérive qui est de l'ordre de 100 milliards d'euros ? De 1000 milliards d'euros. 200 milliards pour ces 9 derniers mois. Parce que la dette publique, depuis qu'il est président, elle a augmenté de 1000 milliards. Donc oui, bien sûr, je le disais, je l'ai toujours dit, je l'ai dit sur ce plateau, il a évidemment une responsabilité. Là, je parle à propos de ses décisions. Mais oui, parce que dans la matrice intellectuelle, c'est du technoconformisme. Donc, ça a été le quoi qu'il en coûte au début était bien fait. Il fallait soutenir l'activité, soutenir les Français au moment de la crise Covid. Et puis, ça a été prolongé de façon artificielle. C'est devenu une espèce de jeu politicien, de clientélisme d'État. Et on l'a prolongé bien plus que les autres pays. Et c'est pourquoi la dette, depuis 2019, en France, elle a augmenté de 14 points du PIB, alors que la moyenne européenne, c'est 4 points. Vous imaginez, l'écart de 10 points, c'est 300 milliards. C'est simple. Et ça a été ce que j'ai appelé le n'importe quoi qu'il en coûte. Donc il y a eu de la facilité politicienne. Et ensuite, il y a eu toute cette procrastination, comme on dit, cette incapacité de décision. Même quand il avait nommé Elisabeth Borne, souvenez-vous, ça devait être Catherine Vautrin, puis ça a changé dans la nuit. Voilà. Donc il a manifestement, il y a un problème de capacité décisionnelle. Oui. Juste quand même sur la question des finances publiques, parce que l'effort, il est inédit, 60 milliards d'euros. Les économies, les augmentations d'impôts, pour vous, c'est du racket ? Disons que quand on arrive à des taux de prélèvement de plus de 60-65% en additionnant, ça devient de la spoliation. Et surtout, au-delà de la considération morale, parce que racket, c'est un terme, mais surtout, c'est pas bon pour les comptes publics. C'est qu'à la fin, on fait plus de déficit qu'ailleurs, puisque ce qu'il faut, c'est redevenir un pays de producteurs. Il faut créer de la richesse, il faut créer de la valeur, il faut qu'on ait un État fort sur le régalien et sur la justice sociale aussi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on redevienne productif. Moi, quand il y a 50 ans, la France était plus riche par habitant que la Suisse. Aujourd'hui, on est moitié moins riche. J'étais en Corée du Sud il y a quelques jours, on est passé en richesse par habitant derrière la Corée du Sud. Ils ont un système social, contrairement à ce qu'on pense, qui devient avancé. Donc il faut comprendre que ce système de collectivisation de la société nous amène dans le mur et que la facilité technocratique, c'est toujours de faire passer des économies, des dépenses ou des recettes supplémentaires pour des économies, et les prélèvements supplémentaires détruisent l'activité. Il faut relancer l'activité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas revenir sur les réformes qui avaient été décidées, sur la réforme des retraites et sur la réforme du chômage, mais il faut surtout changer de système de retraite. Parce que la dégradation des comptes publics, c'est avant tout les retraites, il faut le savoir. David Lisnard, on vous retrouve juste après. Les jeunes générations. On va vous retrouver juste après le fil info, puisqu'il est déjà 8h47, Thomas Giraudot. La fuite du temps.
Libérez votre pays du Hezbollah, sinon vous connaîtrez le même sort que les Gazaouis. La menace de Benyamin Netanyahou adressée aux Libanais. Les bombardements se poursuivent sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Le ministre français des Affaires étrangères dénonce une provocation. Le gouvernement demande aux collectivités locales de faire 5 milliards d'euros d'économies. L'État doit d'abord assumer ses propres turpitudes, rétorque le président de l'Association des maires de France, invité du 8h30 France Info. David Lisnard plaide pour que les mairies aient moins de contraintes. Le moyen, selon lui, de faire des économies, moins de bureaucratie et de décrets imposés aux communes. Ils se sentent abandonnés. 14 maires du littoral du Calaisis, dans le nord de la France, créent un collectif et réclament au gouvernement de prendre la mesure des drames migratoires. 4 personnes sont mortes le week-end dernier, dont un enfant de 2 ans en tentant la traversée de la Manche vers l'Angleterre. Et puis l'adresse précise est tenue secrète. Visite à l'abri des regards d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans le Grand Est. Le chef de l'État rencontre des soldats ukrainiens entraînés, formés sur le sol français. Ils sont un peu plus de 2000 en ce moment. France Info. Le 8h30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec le président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Vous parliez des retraites juste avant le fil info. Vous dites de toute façon on est à bout de souffle dans ce système-là. Vous prenez un système par capitalisation. Bien sûr, je pense que c'est le seul système qui pourra rétablir la justice sociale, d'assainir les comptes publics, de recapitaliser l'économie, c'est-à-dire de pouvoir investir et de recréer de la souveraineté industrielle. Et la capitalisation, c'est pas justement la prime aux plus riches, à ceux qui arrivent à épargner, et les plus modestes dans tout ça? C'est tout le contraire. D'ailleurs, ceux qui disent ça ont tous des retraites par capitalisation, quasiment tous. La réalité, c'est tout le contraire. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'il faut garder un système de répartition qui soit un filet de sécurité intergénérationnel. Et ensuite, entre la répartition filet de sécurité minimum vieillesse et la retraite libre par capitalisation, il faut qu'il y ait un régime de retraite par capitalisation obligatoire. Donc, donc une substitution de la répartition vers la capitalisation, ce qui fait que notamment les travailleurs pauvres vont pouvoir se doter d'un capital, vont pouvoir être propriétaires de leur retraite. Le rendement, c'est démontré, même avec les soubresauts boursiers. Vous regardez ce qui se passe aux Pays-Bas, vous regardez ce qui se passe dans le monde entier, regardez ce qui se passe dans la caisse de retraite par capitalisation obligatoire des pharmaciens, de la Banque de France, de la fonction publique. Mais ce que vous proposez, dans la fonction publique, pardon, mais ce que vous proposez, ça existe déjà en Suède et ça appauvrit les retraités. C'est faux. C'est archi faux ce que vous dites. Le rendement, non, c'est totalement faux. Et regardez, ça se passe dans la fonction publique où il y a la retraite par capitalisation est obligatoire depuis 2003 et c'est exécutif depuis 2006. C'est co-géré par les syndicats, les mêmes qui sont contre dans les manifestations sont les mêmes qui la gèrent et qui se l'appliquent à eux-mêmes. Donc, on peut pas dire d'un côté ces salauds d'actionnaires qui gagnent de l'argent sans rien faire et vouloir priver le peuple, les gens modestes et les travailleurs de l'accès à ces rendements-là. Donc, moi, c'est ce qu'on propose. Et aujourd'hui, et ça je peux vous le démontrer... Ça vous l'avez dit à Michel Barnier ? Bien sûr, mais moi je le dis partout, je le clame. Mais pour l'instant, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Mais ça fait des années que je le propose, et c'est la seule façon et en plus, c'est une vision de la société. Ça permet aux individus d'être propriétaires de leur vie. Et vous comprenez bien, de toute façon, qu'on n'a pas le choix. C'est que le retraite de répartition qui a été conçu à la Libération quand il y avait 6 enfants par couple, qui a été mise en œuvre dans son apogée dans les années 50-60, où il y avait 4,8 enfants par couple. Aujourd'hui, on est à 1,6. Donc c'est une pyramide de Ponzi. Ça ne peut pas durer. Et on est en train de faire surcotiser nos enfants pour assurer les retraites actuelles. C'est absolument indigne. Et c'est un sacrifice de nos enfants et de nos futurs petits-enfants. David Lisnard, il y a un autre sujet dont on parle beaucoup encore aujourd'hui en raison de cette tempête qui va traverser la France. Je crois que votre ville d'ailleurs a hier été touchée elle aussi par des intempéries. Vous évoquiez tout à l'heure ces intempéries qui coûtent de plus en plus cher. Il va falloir investir parce que les rues inondées, la voirie qui se dégrade. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui d'adapter vos infrastructures ? On a les moyens si on nous laisse de la liberté financière et de la responsabilité. Dans l'agglomération Cannes-les-Reims, avec Cannes, avec Mandelieu, on a été très très sinistrés régulièrement parce qu'on est dans une cuvette. J'entends dire n'importe quoi, il y a une cuvette géographique et il y a des intensités fortes. Quand vous dites j'entends dire n'importe quoi, l'aménagement de votre ville, le bitume. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Environnement et nous avons un programme pionnier qui est une coproduction ministère de l'Environnement et agglomération Cannes-les-Reims de 148 millions d'investissements sur 18 ans pour artificialiser les sols, recalibrer les cours d'eau, gérer, etc. Permettre que les écoulements se fassent. Et ça se fait de mieux en mieux. Et ce matin, en venant, j'écoutais France Info, bien sûr, avant de venir, que je me mettais dans la couleur. Et j'entendais dire, grande alerte à Paris, alerte orange, etc. On annonce sur 24 heures 50 mm d'eau.
À Cannes, le 23 septembre, on n'a pas eu d'alerte orange, on a eu une alerte jaune tous les 3 jours, où on a eu 52 mm en 26 minutes. Vous croyez-moi, ça ressemble beaucoup aux chutes du Niagara. Et donc face à tout cela, on a vu certaines mairies qui expliquent avoir des difficultés à trouver une assurance. Il y a des contrats qui sont rompus, ça aussi, ça vous inquiète? Oui, alors on a lancé, l'AMF a tiré la sonnette d'alarme, c'était après les émeutes urbaines à l'été 2023. Alain Chrétien, qui est important au sein de l'AMF, a mené un travail et on a fait des propositions pour trouver un accord qui tienne compte de la réalité financière de tout cela, mais pour qu'on puisse assurer les collectivités. David Lisnard, les obsèques hier de Nessim Ramdan, hier chauffeur VTC à Marseille, tué froidement par un gamin de 14 ans, un tueur à gages mineur. Dans votre département, plus 43%, c'est la hausse du nombre de mineurs déférés à Nice devant un juge depuis le début de l'année seulement par rapport à la même période en 2023. Les délinquants et criminels sont de plus en plus, jeunes, liés notamment au narcotrafic. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? C'est un phénomène terrible qui touche tout le pays. Il y a une espèce de mexicanisation de la délinquance liée à la drogue et aux armes. Et avec Alexandra Martin, députée, nous avions proposé il y a 2 ans, après, vous savez, ce fait divers d'une dame à Cannes que je connais, une bocassienne qui s'appelle Angèle, parce qu'elle était connue son prénom, de 3 gamins, 14 ans, 15 ans, qui avaient failli la tuer, en la frappant pour voler un sac. Et on avait proposé donc des dispositions qui rendaient effectives les sanctions. Il faut écouter ce que disent les pédopsychiatres, et je pense notamment au docteur Berger. C'est-à-dire que moi-même qui ai des gosses, on sait qu'il faut que la sanction elle soit immédiate et réelle. Il faut qu'elle soit proportionnée. Je veux dire, on est un état de droit. Donc il faut créer aussi des centres disciplinaires fermés pour les gamins qui commencent à être récidivistes. Il faut absolument les isoler des autres. Donc il y a un travail de sanction, de discipline, d'autorité qui est nécessaire pour protéger la société, mais aussi pour sauver certains de ces enfants. Et puis parallèlement, il faut vraiment qu'on retrouve une ambition éducative, une lutte contre l'incivisme. C'est les deux piliers qu'il faut développer. Je parlais du narcotrafic, c'est une question d'autorité, un manque d'autorité, ou alors une question de misère sociale aussi. Si on prend l'exemple de Marseille, c'est gagner de l'argent, des dizaines de milliers d'euros très facilement. À ma grand-mère qui avait 9 gosses, qui étaient bien pauvres que toutes ces personnes-là, et il n'y en a pas un qui tuait des gens à coups de couteau. Donc je trouve que c'est faire insulte aux pauvres que d'estimer qu'il y a une sorte de déterminisme à la criminalité par la difficulté sociale. Ceci étant, il y a un contexte social, bien sûr, de désagrégation civique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut maîtriser les flux migratoires, parce qu'on a beaucoup de pauvreté dans ces migrations. Et donc, il faut mieux accueillir, mieux intégrer. Et d'ailleurs, beaucoup d'immigrés sont en parfaite ligne avec ça, contrairement à ce qu'on croit parfois dans le microcosme. Il faut évidemment retrouver de l'autorité, parce qu'un enfant, un adolescent a besoin de savoir des repères, d'avoir des repères. Il faut que ce soit simple. Il faut que la sanction soit effective. Donc, le code pénal mineur ne convient plus. Il faut que il y a eu des réformes quand même. Éric Dupond-Moretti. Elles sont pires puisqu'elles ont différé l'application des sanctions de plusieurs mois. Elles sont pires. Il faut que la sanction soit immédiate. Il faut que l'excuse de minorité soit justifiée par le juge. Il faut qu'elle porte sur 20% de la peine et non plus 50%. C'est ce que propose Alexandra Martin. Et surtout, au-delà du contexte juridique, il faut que dans la réalité des choses, quand on nous dit un centre d'éducation fermé, vous vous rendez compte qu'il est ni éducatif ni fermé, que c'est ouvert. Donc il faut que les choses soient exécutées. Et puis parallèlement, il faut trouver une ambition. Il faut rétablir la raison critique dès l'école primaire. Il est absolument essentiel de retrouver une ambition, une espérance éducative et culturelle. C'est aussi important. David Lisnard, votre nom a circulé pour Matignon. Vous aviez été reçu par le président de la République à ce moment-là. Finalement, vous n'y êtes pas. Il y a de la déception. Non, parce que il y aurait eu la déception si je sais pas s'il y avait vraiment l'intention de me nommer ou pas, ou si c'était mais s'il y avait une nomination et que j'avais pas pu bosser, donc moi je suis pas désœuvré, j'ai envie de faire des choses, autrement je serais pas là en train de vous parler, j'ai de l'ambition mais pas d'arrivisme. Donc vous auriez fait les choses différemment de Michel Barnier? On est différents. Je respecte. Moi, j'ai envie que Michel Barnier réussisse. Il a des gens dans son équipe qui sont des gens formidables. Je vous dis ça parce que tout à l'heure, vous nous disiez l'État nous demande plein de choses. Je pense on a parfois l'impression que les élus locaux, quand ils prennent des responsabilités nationales, ils sont un peu, ils sont dans une contradiction. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, pour éviter l'extrémisme et pour éviter la violence et la désagrégation de nos sociétés, on a besoin d'une radicalité. C'est la racine des choses. C'est pas du tout l'extrémisme. Et pour cela, j'avais proposé, quand j'avais parlé au président de la République, qu'il fallait
dévoiler des packages de référendums sur l'économique et le social, sur le sécuritaire et le migratoire. Il faut s'appuyer sur l'opinion publique et on a besoin de retrouver surtout le sens de l'exécution des choses. Je pense que Michel Barnier, il a ça en lui. J'en suis sûr. Le sens du concret, de moins légiférer, de renverser la façon dont on produit le droit, de revenir à des règles générales de droit compréhensibles par tous, mais de les faire appliquer. Et c'est pour ça que j'ai créé un parti politique qui s'appelle Nouvelle Énergie, qui met au cœur de notre vision la liberté, la responsabilité individuelle, qui est la source de la dignité individuelle et de l'unité collective. Juste, vous dites quand même ce matin, pas de déception pour Matignon, mais vous avez dit aussi le système a torpillé mon hypothèse. Oui, bien sûr, mais c'est très intéressant, parce que, mais tant mieux, mais moi ça m'encourage. C'est-à-dire que je vois bien que... C'est qui le système et pourquoi? Alors le système, c'est Bercy. Le système, c'est les petits hommes gris. Le système, c'est le conformisme technocratique. C'est ceux qui, toute la journée, vous font la leçon, mais plantent tout ce qui touche. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on augmente la dépense publique, qu'on augmente les prélèvements obligatoires, qu'on est devenu le pays au monde où il y a le plus de dépenses publiques, le plus de prélèvements obligatoires, et où il y a de moins en moins de services de proximité. Parce que ces gens-là pensent que tout ce qui est planifié par l'État, tout ce qui fait l'objet de schémas directeurs, tout ce qui est codifié marche mieux. Mais ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Autrement, la Corée du Nord serait plus riche que la Corée du Sud. C'est le contraire. C'est la Corée du Sud qui est plus riche. Autrement, les États-Unis seraient plus pauvres que l'Union soviétique. Et l'Union soviétique aurait gagné face aux États-Unis. Mais l'Union soviétique, elle n'existe plus. Voilà. Donc, il faut sortir de ces schémas intellectuels. Le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, David Lisnard, a été notre invité ce matin sur France Info. Merci à vous. Merci à vous. C'était long, la course du temps, vous l'avez dit tout à l'heure. Je vous laisse en compagnie de Salia Bracchia, Renaud Dély, les informer dans un instant.